Bonjour Georges Martin. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé aux médias polonais Wbrew Cenzurze. Alors, Merci à vous. Merci. Nous avons devant nous un ancien ambassadeur. J'ai noté que vous êtes allé donc 37 ans. 37 ans d'ambassade. Oui, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'est à peu près ça. Oui. Afrique du Sud, Israël, France, Canada, Indonésie, Kenya, Burundi, Rwanda, Somalie. Vous aviez été ensuite à Berne, chef de la cellule prospective, et puis ensuite à la fin vous avez été secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le numéro 3 du département. Secrétaire d'État adjoint. Secrétaire d'État adjoint. En 2024, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Une vie au service de mon pays, plaidoyer pour une Suisse neutre, active et respectée ». Et actuellement, on vous voit souvent dans les médias pour apporter votre jugement sur où va le monde, hein. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël et puis ce qui se passe en Suisse aussi. Ce portrait est juste Oui, alors je préciserai juste que contrairement à d'autres, je ne vais pas donner ma vérité. Ce n'est pas ma vérité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on infantilise le citoyen et on veut le formater. Moi, je donne des éléments pour que le citoyen puisse faire sa propre opinion. Voilà. C'est ma part de vérité. Et moi, je voulais avoir votre expertise sur ce que j'ai pu constater. J'ai l'impression que les États et leur souveraineté disparaissent au profit d'une bureaucratie ou d'organisations internationales. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui vient d'arriver à Jacques Beau. Donc Jacques Beau, votre compatriote, on vient d'apprendre qu'il est sous le coup des sanctions européennes. Donc je rappelle que c'est un colonel de l'armée suisse, un expert en renseignement. Il a aussi donné des analyses au canal Wbrew Cenzurze, c'est pourquoi on le remercie. Et donc, quelles sanctions? Il ne peut plus voyager dans l'Union européenne. Les comptes bancaires, les moyens de paiement sont bloqués. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un Suisse, donc un citoyen d'un pays neutre, hein, et puis un militaire, quand même, un ancien militaire. Donc, qui l'a sanctionné? Le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire 27 gouvernements, sur demande du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Estonienne, Madame Kaja Kallas. Et en fait, on lui a reproché d'agir comme, je cite ce qui est marqué dans les documents officiels, hein, Jacques Beau agit comme porte-parole de la propagande russe et formule des théories du complot en accusant par exemple l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion pour adhérer à l'OTAN. Jacques Beau a dit qu'il n'a jamais ni livré de commentaires au service russe, je veux dire à la presse russe, ni utilisé de sources russes, mais juste des sources ukrainiennes. Donc, puis tiens, pour la petite histoire, c'est le deuxième Suisse, sauf erreur, après Madame Nathalie Yamb, la panafricaniste dame de Sochi, qui est sous le coup des sanctions de l'Union européenne. Alors ce qu'on a reproché à Madame Yamb, je ne sais pas si vous connaissez ce cas aussi, donc c'est d'avoir en fait soutenu la Russie en adoptant le langage de Moscou et prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain. Et Madame Yamb tiendrait des liens spécifiques avec l'Afrique, une organisation liée à des sociétés militaires privées russes. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire à faire vis-à-vis de ces sanctions? Oui, enfin, je pense que l'Union européenne montre son vrai visage, malheureusement. On a toujours compris que l'Union européenne était la grande défenseuse des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Or, ces décisions qu'elle prend sont contraires non seulement au droit, mais contraires à toutes ses valeurs. Et puis, l'acte d'accusation repose sur rien du tout. C'est un délit d'opinion, c'est purement un délit d'opinion, parce que Beau, que je connais bien, ne s'est rendu coupable de rien de ce qu'on lui reproche. Beau s'est basé uniquement sur des sources ouvertes, ukrainiennes et américaines. C'est amusant. Il faudrait que l'Union européenne se rende compte qu'elle sanctionne Trump. Parce que Trump ne dit rien d'autre que ce que dit Beau.
hein, par rapport au début de la guerre en Ukraine, par rapport à tout ça. Beau a simplement déclaré que il a fait des analyses et il a annoncé la défaite ukrainienne à un moment où l'Union européenne avait décidé que l'Ukraine ne pouvait que gagner. Mais l'Union européenne base ses analyses sur rien du tout, sur du vent. Et l'Union européenne, tout simplement, en sanctionnant M. Beau, veut sanctionner toute la recherche. On ne peut plus dans les universités, on ne peut plus dans les journaux réfléchir librement. C'est plus possible. On doit reprendre la vérité officielle. Et vous avez mentionné ce reproche que Beau aurait dit que l'Ukraine aurait scénarisé la guerre pour avoir une guerre contre la Russie, etc. Mais c'est un conseiller de Zelensky qui l'a dit. Il ne l'a pas inventé. Le monde entier le sait. Alors à Bruxelles, on ne le sait pas. Non, ce qui est lamentable et scandaleux, c'est que l'Union européenne a montré son vrai visage. L'Union européenne aujourd'hui n'est plus une institution démocratique, c'est une institution bureaucratique qui veut simplement formater tous ceux qui ne sont pas de son avis. Et ça, c'est très regrettable. 2 Suisses, vous avez mentionné sanctionnés. Ce que je regrette, c'est qu'en Suisse, ces sanctions n'ont suscité aucune protestation officielle. Pourquoi ? Parce que la Suisse elle-même aujourd'hui est formatée par la Commission européenne. Et la Suisse elle-même n'a plus de politique déjà maintenant souveraine, alors que nous ne sommes même pas membres. Et ça, je le regrette. D'accord. Donc, Jacques Beau, sauf erreur, il vit à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Se rendre au consulat? Alors, ce que je sais, c'est qu'il va contester en cours, juridiquement, tout ça, avec un avocat. Mais la chose la plus incroyable, c'est que la décision européenne est une décision administrative, n'est pas une décision de droit. Ça veut dire que ça donne droit à aucun recours. Si c'était un juge qui avait décidé, au moins, on aurait sauvé les apparences. Mais là, du coup, c'est une décision d'un petit fonctionnaire. Vous avez mentionné Mme Kallas, oui. Mais Mme Kallas, elle est en plein dans la politique, elle fait de la politique, oui. Elle ne fait pas du droit. D'accord. Et puis, le fait que Mme Kallas viole le droit, pour moi, c'est nouveau. Mais je prends note que la responsable de la politique de sécurité extérieure européenne viole le droit. Et voilà, M. Beau va résister. Et je pense que devant les tribunaux, il pourrait gagner, il devrait gagner. D'accord, mais quels tribunaux européens? Ah oui, les tribunaux, comme vous dites, il est résident à Bruxelles. Je pense qu'il va actionner la justice belge. C'est ce qu'il devrait faire, à mon avis. Et est-ce que les politiciens, le consulat suisse peut l'aider dans ses démarches? Je souhaiterais, mais jusqu'à maintenant, à mon avis, il n'a rien fait. Il pourrait dire que M. Beau n'est pas en prison. S'il était en prison, il devrait le visiter. Mais il n'est pas en prison. Donc la Suisse officielle jusqu'ici a juste dit que nous n'allons pas reprendre ce type de sanctions parce que nous n'avons pas accepté le paquet des sanctions hybrides, enfin, etc. J'ai cru comprendre que Mme Yamb a dû partir. Elle vivait en Suisse pour le coup, et elle est partie en Afrique. Parce que j'ai cru comprendre qu'en Suisse, on lui a fermé ses comptes bancaires. Ça, j'ignore, je ne sais pas. Mais tout ça ne m'étonnerait pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, comme je disais, formatés par tout ce qui se décide à la Commission à Bruxelles. Et que la Suisse officielle veut surtout ne rien faire qui puisse énerver ou agacer la Commission européenne. Parce que vous connaissez les accords que nous avons avec l'Union européenne, qui seront soumis au vote du peuple et à des cantons, j'espère. On parlera peut-être de ça. Mais en ce moment, la Suisse ne veut rien faire qui puisse agacer l'Union européenne. Ça a été vrai pour les tarifs douaniers avec M. Trump. Vous vous souvenez, les 39%. Eh bien, c'est le résultat aussi du fait que nous n'avons pas réagi à une proposition de M. Trump des mois auparavant sur 10%. Mais nous ne voulions pas avoir un privilège par rapport à l'Union européenne. Donc, on ne voulait pas agacer Mme von der Leyen. Donc, on voulait d'abord parler avec l'Union européenne avant de répondre aux Américains. Et après, l'offre américaine a été retirée et on nous a mis du 39%. Non, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous sommes un satellite de l'Union européenne. Et quelle va être la réaction de l'opinion publique en Suisse? Avec M. Beau. Alors, vous savez, M. Beau n'était pas connu. Alors, il est maintenant de plus en plus connu. Les gens peut-être entendent parler. C'est en train de devenir un martyr de la liberté d'opinion. Donc, c'est amusant parce que M. Beau, comme vous dites, est
un officier des services de renseignement. Oui. On ne les connaît pas, les officiers des services de renseignement, bien qu'il ait écrit beaucoup de livres, il est connu parmi ceux, dans le public de ceux qui ne se contentent pas de l'information officielle sur l'Ukraine. Voilà. Mais il est connu partout dans le monde entier. Oui. On voit des réactions aux États-Unis sur des plateformes extrêmement reconnues comme Sacker francophone, etc., qui prennent sa défense, qui s'étonnent de cette décision et qui disent « Mais attendez, c'est un homme que nous consultons, c'est un homme dont nous reprenons les références. » Mais en Suisse, il est moins connu et alors la presse officielle suisse a réagi contre lui. D'accord. C'est ça aussi qui montre que je parle toujours du complexe, je ne sais pas en Pologne, mais nous avons le complexe politico-médiatique. Nous avons un complexe politico-médiatique qui est d'accord pour élaborer une vérité officielle. Alors ce complexe militaro-médiatique probablement va réagir contre Beau en trouvant que l'Union européenne, parce que tout ce que fait l'Union européenne, c'est comme si Dieu le faisait. Donc il y a certains journaux, il y a certaines radio publique suisse, qui a parlé d'un individu quasi un criminel, et c'est très juste finalement que l'Union européenne le condamne. C'est incroyable. Mais vous savez, ça a commencé avec le Covid, ça continue avec la guerre en Ukraine. Notre presse n'est plus critique, n'a plus la distance critique. C'est pour ça que des études récentes montrent que maintenant plus de la moitié des Suisses ne lisent plus la presse traditionnelle, n'écoutent plus les radios traditionnelles, ne regardent plus la télévision traditionnelle et va à la recherche sur Internet des éléments pour façonner, pour constituer sa propre vérité. C'est vrai, en Pologne aussi. Hein. D'ailleurs, c'est la presse suisse qui a repris beaucoup de titres. Les groupes Tamedia ou Axel Ringier aussi. Est-ce que vous seriez donc d'accord pour dire que nous assistons à une espèce de disparition des États souverains? Absolument, en Europe, oui. Oui. En Europe, certainement. Et moi, vous savez, c'est très drôle, votre question est amusante parce que finalement, ça me rappelle le temps où moi, j'étais pour la disparition de la Suisse. C'était les années 90, quand on a voté en 92 pour l'espace économique européen. J'étais à fond pour l'Europe et j'étais pour une adhésion et j'étais pour une disparition de la Suisse dans une Union européenne qui deviendrait comme la Suisse, au niveau du continent, une grande Suisse européenne. C'est juste, il y avait M. Blocher justement qui commençait à dire... Voilà, et moi j'étais contre M. Blocher, parce que M. Blocher était de la droite, il était contre l'Europe et tout. Moi j'étais au contraire pour l'Europe, et j'étais pour une Europe qui soit comme une Suisse européenne, ça veut dire un continent européen avec la démocratie directe, avec un système démocratique, avec la reconnaissance des langues, etc. etc. Et voilà, moi j'étais pour ça. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que l'Union européenne s'est développée dans une direction que je ne peux plus supporter, que je ne peux plus soutenir. C'est une direction bureaucratique, administrative. C'est devenu une machine à faire des directives. C'est devenu une dictature administrative et bureaucratique. Alors on me dit, oui, mais Madame von der Leyen, c'est démocratique, elle a été nommée par les chefs d'État. Justement, elle a été nommée. C'est le plus petit dénominateur commun. C'est une personne sur laquelle les 27 peuvent être d'accord. Mais elle n'a pas été nommée, elle n'a pas de mandat démocratique. Et qui dirige aujourd'hui les choses en Europe? Pour résumer, je pense que 3/4 des décisions qui sont prises dans tous les pays, c'est des décisions qui viennent de Bruxelles, à peu près. Tous les domaines sont couverts. Et en plus, maintenant, ce qui est grave, on va en parler sûrement, c'est que la politique de sécurité, la politique extérieure et de sécurité, qui ne repose pas sur les traités, a été aussi appropriée par la Commission, qui devient une sorte de mini-OTAN, de OTAN 2, qui fait la guerre. Voilà. L'Union européenne, qui a été créée pour la paix, maintenant fait la guerre. D'accord, donc en fait, c'est comme si les citoyens étaient attachés à une marque, la marque Union européenne, mais comme si quelqu'un d'autre conduisait cette voiture, quelqu'un qui ne respecte pas du tout les codes de conduite qui avaient été agréés. Oui, c'est ça. Un peu ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, il y a clairement une erreur sur la marchandise. Une erreur sur la marchandise. Ce n'est plus du tout l'Union européenne telle qu'on la connaissait. Moi, je voulais vous interroger sur 2 réformes institutionnelles qui, à mon avis, se passent à l'intérieur des États et qui affaiblissent les États. J'avais en France, en 2022, Emmanuel Macron
en fait acté la disparition du corps diplomatique. Il a fermé l'École nationale d'administration, l'ENA, mais aussi il décidait qu'il n'y avait plus de corps diplomatique. Est-ce que vous pourriez commenter cette réforme? Oui, alors c'est une aberration totale, mais ça fait partie aussi de cette volonté de déresponsabiliser, d'enlever du pouvoir au corps intermédiaire, d'appauvrir au fond le pouvoir du citoyen. On détruit les institutions qui représentaient de manière tout à fait démocratique et locale les citoyens. Donc le citoyen se retrouve seul. Vous savez, c'est comme si aux États-Unis on interdisait les class actions, hein, ce que la Suisse interdit. On interdit à des citoyens qui subissent tous la même chose négative de s'unir pour se défendre. Mais concrètement, quand on a fermé le corps diplomatique, on a fait quoi? Alors on a enlevé, comment dirais-je, on a enlevé on parle de corps diplomatique, oui, précisément parce que les diplomates ne sont pas que des individus, ils font partie de ce corps diplomatique qui représente un pouvoir. Donc pour Macron, c'était un contre-pouvoir. Donc il a voulu casser ce pouvoir des diplomates. Dans tous les pays, on considère, en Suisse aussi, on considérait les diplomates comme une sorte de pouvoir par eux-mêmes. Lorsque les diplomates majoritairement pensent une chose, ça signifie quelque chose. En France surtout, le Quai d'Orsay avait l'habitude d'émettre des opinions sur les grands sujets d'actualité géopolitique. Donc c'était un contre-pouvoir à l'Élysée, à la présidence de la République. Et je pense que c'est pour ça que Macron a cassé. Il a cassé l'ENA. Il veut casser. Alors je ne sais pas si c'est bien ou mal de casser l'ENA, mais le résultat, c'est qu'on appauvrit aussi tous ceux qui pourraient s'opposer. Faire une continuité par rapport aux politiciens, en fait, être une sorte de continuité. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi je pense que tous les centres d'excellence dans n'importe quel pays, c'est une bonne chose. Ouais. Mais vous savez, le pouvoir aujourd'hui, qui est un pouvoir assez populiste, qui est souvent un pouvoir un peu illibéral, hein, c'est ça qui est amusant d'ailleurs. Parce que l'Union européenne, qui accuse certains pays européens de dériver vers l'illibéralisme, eh bien, il devient lui-même illibéral. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors ces régimes-là n'aiment pas les grands pouvoirs. Que ce soit les diplomates, que ce soit n'importe quoi. Les régions, les cantons. C'est vrai qu'en parallèle, on a vu Madame von der Leyen avoir de plus en plus de droits et Madame Kaja Kallas, ça n'existait pas. Le ministère des Affaires étrangères européen, ça n'existait pas en fait. Bon, il y avait Madame Mogherini, qui est en prison, hein, sauf erreur. Et peut-être Madame Kallas pourrait la rejoindre. Qui sait, on ne sait pas. Il y a de la corruption qui se passe là-bas. Mais c'est vrai que depuis Madame Kallas, si vous voulez mon avis profond, c'est une catastrophe. C'est notre ministre de la guerre européen. C'est une personne qui n'a qu'un mot dans la bouche, c'est guerre, guerre, guerre. Alors moi, on reviendra peut-être à ce point-là. Je pense que la grande erreur qui a été commise auprès de l'Union européenne par rapport au sujet dont on parle maintenant, c'est qu'ils ont, par naïveté, par faiblesse, je ne sais pas, ils ont délégué leur politique orientale, leur politique russe, hein, pour la résumer, à des personnes qui sont dans la vengeance par rapport à la Russie. On peut comprendre. Moi, je comprends très bien que Mme Kallas n'aime pas la Russie. Bon, je comprends. Mais je ne comprends pas que toute l'Union européenne, toute l'Europe occidentale, met dans les mains de cette personne qui est dans un programme de vengeance contre la Russie, la politique étrangère à l'égard de la Russie. Pourtant, d'après ce que j'ai cru comprendre, son père était très haut placé dans la bureaucratie URSS, russe soviétique. Donc je ne vois pas pourquoi elle chercherait à se venger, vu qu'elle était plutôt dans les apparatchiks. Oui, mais peut-être que justement, elle veut prendre le contre-pied pour... voilà, peut-être qu'elle veut continuer juste par opportunisme à être dans le... Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que la politique étrangère de l'Europe, de la totalité de l'Europe occidentale, ne peut pas être dans les mains d'un ou d'une estonienne, lituanienne ou lituanienne. Je pense que c'est pas possible. Je pense que le meilleur moyen de protéger les États baltes, mais aussi la Pologne et aussi tous les satellites, c'est précisément d'avoir une politique qui soit mesurée, qui soit intelligente, parce que finalement, on va en parler,
finalement, la meilleure garantie pour nous de survivre, et pour la Pologne, et pour tout le monde, et pour les Suisses, c'est de construire une nouvelle architecture de sécurité européenne, avec et pas contre la Russie. Parce que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de faire comme Israël, comme les Israéliens, de dormir avec une Kalachnikov sous le lit. C'est d'accepter l'idée de perdre ses enfants dans des attentats, dans la guerre. Est-ce que c'est un avenir? Est-ce que c'est un avenir sécuritaire? Non. Mais on va en revenir, je pense. Très bien. Par contre, j'avais encore une question par rapport à cet affaiblissement des États. Ça concerne les programmes Interreg de l'Union européenne. Donc, la Suisse participe à plusieurs programmes comme l'Interreg 6A entre la France et la Suisse, ou l'Interreg Rhin supérieur. Et la Pologne, par exemple, participe à des programmes Interreg Brandenburg-Polska ou Next Poland-Ukraine. Donc, c'est l'idée de renforcer des collaborations concrètes, régionales entre les régions pour créer des cohésions territoriales pour favoriser l'intégration. Donc en même temps, on double les fonctions de l'État et on les dilue. Et donc du coup, en fait, il y a comme une construction supranationale qui vient suppléer. Non, c'est sous-national, c'est au-dessous, c'est la région. Moi, je suis... Il y a la région Rhône-Alpes qui collabore avec Genève, etc. Mais je crois que la région s'adresse directement ensuite à des représentations, comme la Catalogne, à des représentations à Bruxelles. Bon, alors ça, c'est peut-être pas bien. Mais par contre, vous savez, lorsqu'on a imaginé la construction européenne, il y avait un théoricien suisse qui s'appelait Denis de Rougemont, qui lui était pour l'Europe des régions. Lui était un défenseur de l'idée qu'il ne fallait pas créer l'Europe des États, comme ça a été fait avec le traité de Rome, Jean Monnet, etc., mais qu'il fallait créer l'Europe des régions, donc bottom-up. Il fallait que les régions suisses et françaises et allemandes se mettent ensemble, et ça créait un réseau de solidarité qui respectait le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions se prenaient le plus près possible du citoyen. Voilà. Alors après, peut-être qu'on a détérioré cette idée. Alors si maintenant c'est... Alors l'Europe des régions, c'est une bonne chose, d'ailleurs ça existe. Je sais que la région de Bâle, d'Alsace et du Bade-Württemberg en Allemagne, ils n'ont pas attendu Bruxelles pour collaborer. Mais maintenant, si les choses vont directement... Si Bruxelles reprend en main les choses, alors ça je peux le dire tel que je le pense, c'est négatif. C'est complètement négatif. C'est une nouvelle autoroute pour Bruxelles pour contrôler la périphérie. Et ça, c'est pas bon. C'est contraire au sens de l'Europe des régions. Et le deuxième point au niveau de l'affaiblissement des États, c'était justement donc des organismes supranationaux de plus en plus forts. Donc on a vu l'Union européenne qui s'arroge des droits et puis qui est des droits et puis c'est plutôt impopulaire. On le voit parce que certaines politiques comme la fermeture des mines de charbon, notamment en Pologne, ou par exemple en France, la vaccination, ou les agriculteurs qui manifestent. Maintenant, bien sûr. Ouais. Donc il y a un déni de la souveraineté, c'est très impopulaire, et en même temps il y a aussi d'autres organisations internationales qui sont liées, elles, plutôt au système des Nations Unies, qui, elles, prennent aussi de plus en plus de place et qui aussi sont impopulaires. Et donc du coup il y a une perte de confiance dans le multilatéralisme. Alors là, je citerai l'OMS avec il y a un traité... L'OMS, oui, avec le nouveau traité. Le nouveau traité contre la pandémie qui se met en place, c'est ça. C'est ça, les gens n'en veulent pas en fait, pour beaucoup. Et c'est imposé aux États parce qu'il y a un principe de droit qui veut que ce qui vient du droit international s'impose au droit national. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là? Je pense aussi que vous parlez de droit international, il faut aussi relativiser le droit international, parce que ce droit international, c'est le droit occidental international. C'est l'Occident qui l'a imposé au monde entier. C'est juste une remarque en passant. Donc le droit international, c'est relatif aussi. Le droit international peut être profondément injuste aussi par rapport à des régions entières de la planète. Donc il ne faut pas croire que le droit international nous a été donné par Dieu, les tables de la loi. Non. Ceci étant dit,
Oui, je pense que les citoyens ont perdu confiance largement dans leurs autorités aussi et dans les institutions. Pourquoi? Parce que probablement ces institutions mondialistes, au fond, ont été instrumentalisées, je ne parle pas de l'OMS en particulier, mais de manière générale, au profit de ceux qui peuvent en profiter de ce système. C'est les gens qui vont à Davos, c'est les gens qui vont au WEF à Davos, c'est les gens qui se connaissent tous, vous savez, qu'ils soient sud-africains, américains et tous, ils fréquentent les mêmes hôtels, etc. Et les citoyens ont l'impression que tous ces gens-là se mettent d'accord sur son dos, qu'ils sont en train de créer une sorte de gouvernement mondial contre ses intérêts à lui, le citoyen de chaque pays. C'est pour ça, je pense, qu'il y a une remontée du sentiment national. Et c'est pas négatif, une remontée du sentiment national. Finalement, les gens se disent, après tout, peut-être qu'après cette période de mondialisation, on a prétendu la mondialisation heureuse, mais pour beaucoup de monde, elle n'est pas heureuse. Les gens perdent leur emploi, les gens ont l'impression que les agriculteurs ont l'impression qu'ils n'ont plus le droit de cultiver ce qu'ils faisaient depuis des siècles, simplement parce que Bruxelles fixe la grandeur des tomates, etc. Vous savez, avec Bruxelles, parlant de l'Europe, je pense que le phénomène est le même qu'avec la FIFA dans le football. La FIFA contrôle tout le football mondial parce qu'elle a énormément d'argent à distribuer. Les budgets de l'Union européenne sont énormes, ils distribuent de l'argent aussi. Et comme ça, on tient tout le monde avec les subventions. Mais à un moment donné, ça ne marche plus parce que les gens s'en rendent compte et se disent non, après tout, je préfère ma liberté plutôt que d'être subventionné. Et vous avez raison, je pense que... Alors, après, il y a un minimum, je pense, Alors, on dit que le multilatéralisme est en danger. C'est un certain multilatéralisme, certainement. D'ailleurs, M. Trump le casse. Il n'aime pas ce multilatéralisme. Oui. Mais on a besoin quand même de travailler ensemble. On a besoin de l'ONU. Mais il faut que tout ça soit réformé et travaille véritablement dans le sens des intérêts du citoyen. D'accord. Pensez-vous que peut-être donc les gens de Davos, parce que moi je me rappelle période de Covid, on a eu un célèbre vous n'aurez rien, vous serez heureux. C'était le thème de Davos de cette année-là? Non, mais c'était des déclarations. Oui. Quoi. Voilà. Non, Davos, moi j'étais à 12 ou 13 Davos, au WEF, et on a vraiment l'impression là-haut que les dirigeants du monde, non élus, se réunissent. Certains sont élus, parce qu'il y a des chefs d'État, des ministres, rencontrent des chefs d'entreprise, milliardaires, qui entre deux parties de ski vont dans des séances. Voilà, c'est comme il y a une autre institution, Bilderberg. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une perception d'une minorité qui prendrait les décisions, etc. Et bon, Davos, il ne faut pas exagérer son importance, parce que Davos fixe des logos et des thèmes en courant derrière les modes. C'est les modes qui imposent le thème d'une réunion à Davos. Mais c'est vrai que si c'est des gens très riches et très puissants, ils ont quand même les moyens d'organiser des politiques qu'ils voudraient mettre en place. Et s'ils sont peut-être manipulateurs, ou si en tout cas ils sont mus par leurs propres intérêts, non pas par l'intérêt public, on peut penser que peu importe les méthodes qu'ils utilisent, pour eux, la fin justifie les moyens. Mais oui, c'est vrai. Et puis il y a les allégeances aussi. Il ne faut pas oublier que tous les leaders, beaucoup de leaders européens aujourd'hui, commencé par Macron, ce sont des anciens Young Leaders. Young Leaders choisis par la CIA pour des études aux États-Unis ou par Davos, le WEF, etc. Je pense que les jeunes présidents finlandais, scandinaves, Lettonie, Lituanie et tout, c'est tous aussi des gens qui ont été formés aux États-Unis, qui ont été formatés, qui sont... Alors, ça fixe les politiques, ça permet de les maintenir. Monsieur Merz, en Allemagne, était le directeur de BlackRock. Je veux dire, qui est BlackRock est extrêmement concerné par la guerre. Tout à fait, il y avait aussi Hildebrand, donc l'ancien directeur de la banque. Oui, Banque nationale suisse, qui est aussi dans ce fonds. Mais il n'a pas eu de responsabilité politique, lui, Hildebrand. Tandis que Merz, maintenant, est le chancelier de l'Allemagne. Je le dis parce que c'est quand même symboliquement incroyable. Le chancelier de l'Allemagne, qui est le premier chancelier qui a annoncé que très probablement, enfin c'était son intention, de remettre des troupes allemandes en face des troupes russes. C'est juste la honte. Ouais, incroyable. Incroyable. Alors, Monsieur Merz, je m'excuse, n'a aucun sens de l'histoire. Il n'a pas compris la force des symboles.
Parce que franchement, être le chancelier à Berlin, un lointain successeur d'un autre chancelier qui a mis l'Europe à feu et à sang, et qui a été... ceux qui nous ont sauvés, c'est quand même, avec toutes les réserves, 20 millions de morts soviétiques, les armées soviétiques, n'est-ce pas, quand même, qui ont lutté contre l'Allemagne nazie, et d'être fier aujourd'hui d'annoncer que son intention est de mettre des troupes allemandes en face des troupes russes en Ukraine. Je m'excuse, ça m'inquiète d'abord, et je trouve ça totalement désobligeant et pas très habile politiquement. Oui. Mais c'est vrai que c'est des personnes à qui il manque une espèce de dimension spirituelle, on a presque l'impression. Et historique aussi, très, spirituelle, et puis très on a l'impression qu'ils n'ont pas étudié l'histoire, ils ont séché, comme je dis, les cours d'histoire. Ils ont probablement fait de la PlayStation. Vous savez, ces guerres on fait un reset. Quand c'est fini, on fait reset. Et ils ne comprennent pas que la guerre qu'ils sont en train de nous préparer, il n'y aura pas de reset. Mais je vous avais entendu dire que l'Allemagne de l'Ouest avait été en fait très liée à l'Amérique. Donc il se peut que en fait, l'Allemagne de l'Ouest ne soit pas du tout, ne se sente pas Allemagne. Ceux qui la dirigent. Parce qu'il y a en Allemagne... le Atlantic Brücke, c'est une organisation très forte qui réunit pratiquement tout ce que l'Allemagne compte de leaders, tous les partis sont représentés, etc. Et les Américains. Et puis c'était l'organisation qui devait veiller à ce que l'Allemagne reste... vous savez, le premier secrétaire général de l'OTAN, un Anglais dont j'ai oublié le nom, il a un nom indien, un petit peu un lord, etc., a dit le but de l'OTAN, c'est de maintenir les États-Unis en Europe, de maintenir l'URSS out of Europe, en dehors de l'Europe, et de maintenir l'Allemagne à genoux. Voilà, c'est le but de l'OTAN. D'ailleurs, donc Jens Stoltenberg, un autre secrétaire général de l'OTAN, était, avant d'être Premier ministre, était aussi lié à Gavi. Il était directeur de cette espèce de Gavi, c'est-à-dire le General pour la vaccination de Bill Gates. Ah oui. Oui, enfin, tous ces gens se retrouvent partout. L'Alliance pour la vaccination de Bill Gates. Oui, c'est vrai, donc on les trouve un petit peu dans... Partout, ils sont très peu de monde à être un petit peu partout. Alors je ne veux pas être complotiste, je veux pas vous dire que ces gens-là dirigent le monde, mais effectivement ces gens-là ont beaucoup d'influence. Peut-être qu'ils essaient de diriger le monde. Ouais. Et donc d'où cette espèce de bureaucratie qui s'imposerait, s'infiltrerait comme ça dans les... Oui, bien sûr. Ouais. Et cette bureaucratie est contraire aux intérêts démocratiques des peuples. C'est d'une évidence criarde. Et finalement, c'est les excès de cette bureaucratie qui provoquent des résurgences comme M. Orban, d'autres, l'AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France, parce que les gens en ont assez et les gens ne veulent plus voter pour des partis qui soutiennent cette hyper-bureaucratie. On dit les européistes. Autrefois, on disait les Européens. C'était positif. Européiste, c'est négatif. Comme on dit, communiste, européiste. Mais c'est très drôle parce que cette situation nous oblige aussi à sortir complètement de nos cases et de repenser complètement les choses. Absolument. Y compris l'existence et la justification d'avoir ou pas des partis. Oui, y compris ça, c'est drôle. Et d'avoir ou pas l'Union européenne. Moi, franchement, si j'avais une fortune, je ne miserais pas beaucoup de cette fortune sur la survie de l'Union européenne. Moi, j'ai l'impression que l'Union européenne est déjà morte et que ça va encore prendre pas mal d'années pour qu'elle se dissout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas répondu à ses objectifs, parce qu'elle est en train de surjouer, elle est en train de s'attribuer des fonctions et des rôles qu'elle n'a pas en réalité. Et ça n'est plus supporté que par les leaders des pays membres qui vivent de ça, qui vivent de ces sommets.
À l'heure où on parle, il y a un sommet, paraît-il, vital pour l'Union européenne. Oui, en même temps, on se demande ce qu'ils essaient de faire, parce qu'on a presque l'impression que la France est en pré-guerre civile, avec des barrages dans les rues dont on ne parle pas vraiment. Enfin, totalement. Et voilà, et plus la France est en pré-guerre civile, comme vous dites, plus son président passe son temps à l'étranger. Il va le comprendre. Parce qu'il connaît le sort qui est arrivé à Louis XV, à Versailles, qui est resté dans le château. Alors il ne veut peut-être pas revivre ce sort-là. Je voulais vous poser des questions sur la nouvelle stratégie américaine. Le président Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a l'impression qu'il a remplacé son administration, il a fait vraiment partir les démocrates. Toute l'équipe Biden, il ne l'appréciait pas. Il a arrêté les financements de l'USAID. Et donc ça a eu un grand impact sur toutes les organisations internationales, non gouvernementales aussi, et des médias comme Radio Free Europe. Ah, celle-là, alors. Je croyais qu'elle avait disparu, mais elle existe toujours. Voilà, je l'ai entendue grâce à M. Beau. Je ne savais pas que Radio Free Europe existe. Qu'est-ce que c'est que cette Radio Free Europe? Ils veulent nous libérer de quoi? Alors, juste pour remettre le contexte, donc Radio Free Europe a parlé des sanctions qu'il allait y avoir contre M. Beau 5 jours avant qu'elles ne soient officielles. Et en même temps, c'est une radio qui existait à Munich depuis la fin de la guerre. Peut-être qu'elle existait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, elle existait après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été créée plutôt contre l'Union soviétique. Voilà, financée par la CIA pour faire de la propagande anticommuniste. Donc c'est marrant qu'elle eût été financée jusqu'à l'heure actuelle. Et là maintenant d'ailleurs j'ai lu que c'est l'Union européenne qui a repris le financement. Ah ben voilà. Eh bien voilà, on a fait la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. L'Union européenne fait le travail que la CIA faisait autrefois en Europe. Et ça c'est terrible. Et la Radio Free Europe, comme vous dites, ne devrait plus exister depuis longtemps. Et puis il n'y a pas que Radio Free Europe, il y a des tas de journaux qui ont disparu quand USAID a été stoppé. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Toute la presse dans certains pays était financée par la CIA. La presse libre, soi-disant. Donc en fait, vraiment pour orienter l'opinion publique. Complètement. Non pas informer, mais l'orienter. Mais on est dans les opérations d'influence. L'Union européenne qui lutte contre les soi-disant opérations d'influence russes, qu'est-ce qu'elle a fait en Roumanie? Qu'est-ce qu'elle a fait en Moldavie? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne en disant que si l'AfD gagne, on annule les élections? Oui. C'est ça l'Union européenne. L'Union européenne est une machine à annuler les élections dont elle n'aime pas les résultats. Voilà. Il faut que chaque pays on s'en rende compte aujourd'hui. Incroyable. Et donc voilà, l'administration Trump a publié sa nouvelle stratégie sur la sécurité. La Chine y est décrite comme un challenger. La Russie aussi met un challenger affaibli par la guerre en Ukraine, donc on ne sait pas si on voudra que cette guerre d'affaiblissement de la Russie continue ou pas. Ça c'est la doctrine Brzezinski. L'Israël et l'Union européenne sont considérés comme des partenaires privilégiés. Il y a des analystes qui disent que les USA perçoivent un monde multipolaire, fragmenté et tourné vers une compétition. D'autres pensent que les États-Unis vont sauver l'Europe. Sauver l'Europe. Parce que, comme ils perçoivent l'Union européenne comme un partenaire privilégié, ils vont essayer de l'aider à devenir plus forte. C'est ça le raisonnement qui est derrière. Mais en même temps, l'Union européenne doit s'ouvrir davantage aux produits américains. C'est ce que j'ai lu dans cette stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette stratégie? Bon, alors c'est une stratégie qui a une connotation trumpienne, ça c'est sûr. Oui. Mais en même temps, c'est une stratégie qui a été écrite par des personnes intelligentes. C'est pas évident, ça exclut Trump des auteurs. C'est pas Trump qui l'a écrite, c'est des gens intelligents autour de lui. Voilà. C'est une nouvelle manière. Et puis on l'a beaucoup critiqué, surtout en Europe. Mais moi je dis qu'aux Européens, ils auraient intérêt à la relire 2 fois et puis à voir ce qu'elle dévoile de ce qui ne fonctionne pas chez eux. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en Europe et qui sont soulignées dans cette stratégie. Je pense la volonté des peuples, la démocratie, le fonctionnement démocratique, enfin on en a parlé.
Cette stratégie, c'est aussi une renaissance de la doctrine Monroe. Alors probablement que les Sud-Américains ne seront pas très contents. C'est vrai que, mais les États-Unis au fond, comme vous avez mentionné Brzezinski, j'aimerais quand même à la décharge de M. Brzezinski, oui, Brzezinski a parlé de la Russie comme vous parlez, d'un futur challenger qu'il faut affaiblir, mais il a aussi écrit, et je le mets dans mon livre, j'ai relu plusieurs fois son livre Le Grand Échiquier, il a aussi dit, le jour où on prendra l'Ukraine dans l'OTAN ou dans le camp occidental, il faudra le faire après une négociation avec la Russie. Parce que si on le fait sans cette négociation, ça va provoquer un conflit mondial. Voilà. Il avait cette compréhension que l'Ukraine était un rôle clé, avait un rôle clé à jouer, et que si l'Occident et l'OTAN faisaient ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de tirer l'Ukraine, comme M. Fabius et Walter Steinmeier dans le bureau de Yanukovych, où ils ont dit « tu signes l'accord avec l'Union européenne et tu renonces à l'accord avec la Russie ». Le lendemain, c'était Maïdan, et voilà, Yanukovych est parti. C'était le début du coup d'État occidental. Il faut maintenant aussi dire les choses comme elles sont. L'Occident a organisé, les Américains, Madame Victoria Nuland, a organisé un coup d'État du Maïdan, qu'on présente comme une révolution démocratique, etc. Ça, c'est l'Occident. Alors effectivement, cette stratégie américaine, moi je la salue, parce que je trouve qu'elle est rafraîchissante, elle force à réfléchir, elle force peut-être à envisager le monde d'une manière un peu différente, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais attendre des États-Unis qu'elles deviennent une puissance bienveillante. Les États-Unis, c'est la superpuissance. Et comme a dit Brzezinski, le rôle d'une superpuissance, c'est de le rester. Donc ils vont tout faire pour rester une superpuissance. Mais je trouve que le fait qu'ils appellent la Chine un challenger, la Russie aussi possiblement... D'ailleurs, moi je pense qu'en Alaska, à Anchorage, il y a eu des discussions entre Trump et Poutine qui n'ont pas été dévoilées. Et je pense que ces deux se sont mis d'accord pour s'entendre aussi dans le domaine économique. Je pense que Trump ne serait pas négatif par rapport à l'idée que la Russie redevienne un partenaire plus haut que l'Europe, oui. D'autant plus que les Européens ne cessent par leur politique de s'enfoncer. On a l'impression que les leaders européens sont dans un trou et qu'ils ont trouvé une pelle et qu'ils creusent encore pour descendre plus bas. C'est effrayant. Mais pendant que les Européens sont en train de faire tout faux, de préparer la continuation de la guerre, de s'exciter, etc., les nouveaux équilibres se mettent en place, les équilibres économiques. Oui. Et les États-Unis, je pense, sont capables d'imaginer une position avec la Chine qui ne soit pas une position antagoniste. Ils seront toujours des partenaires, des challenging partners, mais ils vont essayer de trouver des compromis, des solutions. Mais je pense que celui qui est complètement out of the picture, qui a été dégradé, la cotation a été complètement dégradée dans cette nouvelle stratégie américaine, c'est qui? C'est l'Europe. C'est l'Europe. On ne comprend pas très bien ce qu'ils ont comme... Ce qu'ils ont, c'est que, vous savez, il y a longtemps, je me rappelle, Kissinger disait l'Union européenne, quel numéro de téléphone? L'Union européenne, moi j'étais ambassadeur de Suisse un peu partout dans le monde, mais je vous assure que l'Union européenne n'était jamais perçue comme quelque chose de valable. Alors que c'était très souvent le plus grand donateur en termes d'argent, de fonds. Mais c'était jamais l'Union européenne, c'était l'Angleterre, c'était la France, c'était l'Allemagne, etc. Mais jamais l'Union européenne en tant que telle. Et aujourd'hui, l'Union européenne, si elle a réussi quelque chose, c'est à se profiler de manière négative comme une puissance de guerre et de déstabilisation. C'est quand même incroyable comme résultat. Une question sur la diplomatie dans un contexte de guerre hybride. Parce que on ne peut pas utiliser les armes kinétiques aujourd'hui. On ne peut pas. Parce qu'elles sont tellement puissantes que ça annihilerait toute vie. Et il y a beaucoup d'analystes qui prétendent que nous sommes soumis, donc nous, militaires, mais civils surtout, à des espèces de guerres civiles, à des espèces de guerres de type hybride. Ouais. Donc cognitives, les drones, mais surtout les fausses informations, la propagande. Jacques Beau.
les menaces aussi, Oui, tout ça, quoi. Oui, bien sûr. l'économie en fait, Mais ça, c'est pas nouveau. les lois qui Oui. changent. Oui. C'est pas nouveau. L'environnement alors. Mais non, mais ça existait au Moyen-Âge, ça existait déjà avec les rois de France, avec les princes. C'était des autres moyens, ils n'avaient pas l'intelligence artificielle, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais les espions, les propagateurs de fausses nouvelles, ça a toujours fait partie. La dépêche d'Ems, qui a provoqué la guerre franco-allemande en 1870, c'est les Allemands qui ont provoqué les Français, qui ont emmené les Français à les attaquer parce que c'était intéressant pour eux. D'accord. Ça leur a permis de prendre l'Alsace et la Lorraine. D'accord. Donc, non, je vais vous dire, vous avez raison. Maintenant, ça atteint des proportions techniques, technologiques qui n'existaient pas avant, c'est sûr. oui. Et comment on peut protéger la population Est-ce que la diplomatie a un sens encore Non, alors, je reviens... Est-ce qu'il ne faudrait pas repérer ceux qui fabriquent ça non, mais au scalpel non, il ne faut pas... Je sais pas. Il n'y a pas de moyen de lutter, de s'engager dans ce type de confrontation et de penser qu'on va faciliter et rendre la vie dans nos pays et sur Terre plus facile, plus agréable et possible. C'est comme avec les armes nucléaires. On ne peut pas, dans un contexte nucléaire, imaginer une guerre conventionnelle dessous avec des États nucléaires. Et c'est ça la grande supercherie du discours occidental officiel aujourd'hui. À partir de février 2022, c'était un état de sidération en Occident. Ah, la guerre, les Russes, puissance nucléaire, ils vont engager des armes nucléaires et tout. Mais comme les Russes sont plus intelligents que ça et qui n'engagent pas d'armes nucléaires, donc ils ont continué leur campagne conventionnelle, et maintenant, tous nos généraux, nos experts, sur les plateaux de télévision, dans les radios, etc., nous disent une bonne guerre conventionnelle, ça c'est possible. Et envisageons une guerre. Alors quand ils nous parlent d'une guerre avec la Russie, ils parlent d'une guerre conventionnelle. Imaginons une guerre conventionnelle entre tous les pays de l'OTAN et la Russie. Mais elle se terminera où? Comment? C'est ça qui est un mensonge considérable. Et je trouve que c'est criminel. C'est un mensonge criminel. Parce qu'on veut convaincre les peuples qui ne doivent pas s'inquiéter. D'ailleurs, pas s'inquiéter, je m'excuse. Monsieur Routet, Marc Routet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la prochaine guerre qui va se dérouler dans les 5 ou 6 ans qui viennent sera pire que celle de nos grands-parents en 39-45. C'est ça qu'il dit. Il dit ça entre un verre de champagne et un morceau de foie gras. Non mais c'est incroyable. Dans quel monde on vit? Alors, il faut, pour répondre à votre question, la guerre hybride. Aujourd'hui, on peut paralyser l'aéroport de Berlin, de Munich, de Londres, avec des drones. Bon. Alors, si on construit ce que les ex-soviétiques, ce que Gorbatchev et même Yeltsin voulaient, une architecture de sécurité continentale entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, parce que pour moi, la Russie fait partie de l'Europe. Évidemment, il y a tous des territoires qui ne sont pas européens, mais je veux dire, la Russie historique, c'est la Russie de Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, c'est la Russie européenne. Alors, ils participent de l'Europe. Donc, il faut construire avec eux une architecture de sécurité, si possible, sans les Américains. Parce que les Américains seront toujours là, non pas pour protéger l'Europe, mais pour spoiler the game, pour essayer de transformer cette architecture comme quelque chose qui soit au service des intérêts américains. C'est ce qu'ils ont fait depuis 1945. Non, il fallait en 90, c'est pour ça qu'en 90, j'accuse les dirigeants européens de l'époque de ne pas avoir pris les bonnes décisions qui seraient dans notre intérêt aujourd'hui. Des décisions. Parce que si on a un accord avec la Russie, vous croyez que la Russie, ce sont des démoniaques, ce sont des extraterrestres qui ne peuvent être condamnés qu'à la brutalité, à nous tuer, qui rêvent jour et nuit de nous tuer? Non, mais non. Mais non, ils veulent la paix comme les autres. Je pense qu'une mère russe, elle ne veut pas la mort de ses fils. Bon, mais alors, si on fait la confrontation et on nourrit la confrontation, comme maintenant les leaders européens nous proposent, à ce moment-là, on devra continuellement s'armer. On devra avoir une barrière anti-drone. Ça, c'était l'idée de Mme von der Leyen. Une stupidité totale. On va faire des murs anti-drone, des murs anti-hybrides, des murs anti-influence, des murs... C'est absurde. Tout ça pour vous dire qu'il faut revenir à la table de négociation. Monsieur Poutine, en décembre 2021,
qu'est-ce qu'il avait demandé aux Occidentaux? Venez vous asseoir à la table, nous mettons tous nos griefs sur la table, mettez les vôtres, et nous allons vous dire notamment que même si vous n'avez pas changé apparemment l'équilibre géostratégique, comme vous avez modifié votre position à l'intérieur de votre région, en incluant l'Ukraine, en allant avec des missiles en Roumanie, etc., en Tchéquie, Pologne peut-être aussi, là vous avez déséquilibré tout le système, donc on aimerait reparler de l'équilibre général, parce que depuis l'OSCE, on sait très bien que sans modifier apparemment les équilibres sécuritaires, mais en modifiant ne serait-ce que les armements de défense, on déséquilibre tout le système. Et en mettant des missiles, soi-disant de défense, on peut les utiliser pour l'attaque, etc., etc. Donc, non, il faut se mettre à la table, il faut reconnaître nos torts, il faut que l'Occident dise « Nous nous sommes trompés dans notre récit, c'était de la propagande, oui, nous avons provoqué la Russie, oui, nous avons poussé Poutine à la faute, en mettant nos frontières toujours plus près de la Russie, en déployant des missiles, en créant des bases de la CIA sur la frontière russe en Ukraine, etc., etc. Maintenant, comme a dit Mandela, j'ai mis dans mon site, dans mon post LinkedIn, Mandela a dit, les ennemis, il faut négocier avec eux et ils deviennent vos partenaires. Voilà. Il faut faire de Poutine un partenaire. Ben, justement, parce que je voulais parler de la Suisse et des bons offices. Dépositaire des conventions de Genève, défense du droit humanitaire, défense du droit de la guerre, interdiction de commettre des atrocités, le CICR. La Suisse, elle manque un petit peu, non? Maintenant, actuellement, complètement, la Suisse a disparu, il n'y a plus de Suisse. Il n'y a plus de Suisse. Nous ne sommes plus neutres. On voudrait la voir visiter les prisonniers. Bien sûr, visiter les prisonniers. On voudrait la voir parler de paix, ouais. Mais elle parle de guerre. On voudrait voir qu'elle soit présente au Moyen-Orient, qu'elle vienne au secours des Gazaouis. Elle ne fait pas. Elle soutient Israël, elle soutient Netanyahou. Non, la Suisse a disparu parce que la Suisse n'est plus neutre. La neutralité, c'est 3 étages. C'est le droit de neutralité, on l'a violé. Mais on ne l'a pas seulement violé en éventuellement... certains disent on ne l'a pas violé parce qu'on ne favorise aucune des 2 armées russes ou ukrainiennes avec des armements. Mais non, on l'a violé pourquoi? Parce que le droit de neutralité impose à l'État neutre de ne pas influencer la conduite de la guerre d'un des 2 belligérants. Or, nous acceptons toutes les sanctions de l'Union européenne sans même réfléchir. On les accepte dès qu'ils ont décidé à Bruxelles, alors que ces sanctions n'avaient qu'un but, ce que M. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a dit, mettre la Russie à genoux, l'économie russe à genoux. Donc si on met l'économie russe d'un pays belligérant à genoux, on influence directement sa conduite de la guerre. Donc la Suisse n'est plus neutre par rapport au droit de neutralité. La Suisse n'est pas neutre parce qu'elle n'est plus neutre dans sa politique de neutralité. Juste un exemple absurde, ce Bürgenstock, cette conférence au sommet de la Suisse centrale, au Bürgenstock, conférence de la paix en Ukraine, où on ne donne même pas la possibilité à la Russie de dire non, mais on ne l'invite pas, et on dit publiquement, on n'invite pas la Russie. Alors, c'est quand même incroyable, conférence de la paix, sans un des 2 belligérants. Et le 3e étage de la neutralité, c'est la perception de neutralité. Comment le monde nous voit. Alors le monde ne nous voit plus neutre. M. Biden a rigolé en disant « Ah, la Suisse n'est plus neutre », dans un discours juste après le début de la guerre en Ukraine, en disant « La Suisse reprend toutes les sanctions, elle n'est plus neutre ». La Russie nous a aussi dit clairement « On n'est pas neutre, ils ne nous considèrent plus comme neutre ». Et l'Union européenne nous essuie ses pieds sur la Suisse. On est complètement vassalisé pour l'Union européenne. On n'est plus rien. J'ai l'impression que quand même, il y a une certaine vigueur à l'intérieur de la Suisse, donc des gens qui ont... et d'autres. Ouais, qui ont vu qui ont été surpris par ce qui se passait, voilà, et qui réorganisent... Parce que ce mouvement contre la neutralité suisse à l'étranger, enfin cette perception négative, elle est encouragée par certains Suisses. En Suisse, il y a une sorte d'élite, je l'appelle élite politico-médiatique, des gens qui se croient modernes et qui nous disent à l'époque moderne, Suisse nouvelle. Comme en 1930, vous savez, en 1930, il y a des gens qui disaient
la Suisse doit s'adapter à l'ordre nouveau. C'était l'ordre hitlérien, hein, c'était Hitler, c'était autre chose. Mais maintenant, on nous dit, les choses sont devenues tellement dangereuses en Europe. Vous savez, tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ça me rappelle mon temps en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud comme jeune diplomate, avant de rencontrer Mandela, parce qu'il était encore en prison, on était tous les jours, on était accostés, on venait chez nous des maisons de sécurité. Vous savez, les maisons de sécurité privées qui mettent des barbelés, des systèmes électriques, enfin, etc. Qui nous disaient est-ce que vous voulez faire un accord avec nous? On dit non, on n'a pas besoin. Tout. Eh bien, dans les nuits qui suivaient, il y avait des attaques. Continuellement des attaques. Les compagnies revenaient, puis nous disaient vous voulez pas faire des accords? Alors on faisait des accords avec voilà. Alors l'OTAN fait ça. L'OTAN crée les tensions, l'OTAN nourrit la guerre et nous dit à la Suisse vous pouvez plus rester neutre, c'est trop dangereux aujourd'hui. Et on a en Suisse des gens qui nous disent ça, qui relaient cette manière de voir. Et notre ministère de la Défense, jour et nuit, il nous rapproche de l'OTAN. Les généraux suisses participent à des exercices avec les généraux américains. D'ailleurs, ils reviennent de Ramstein, de Bruxelles ou d'ailleurs, d'exercices communs en Finlande, des exercices contre la Russie sur le territoire finlandais, avec des étoiles dans les yeux, parce qu'ils ont bu une bière ou ils ont mangé avec un général américain, un vétéran de l'Afghanistan, de l'Irak, etc. Donc il y a cette fascination de l'OTAN, la fascination de la guerre. Et pour que ça marche, on doit créer dans la tête du citoyen la peur et nourrir cette peur. Et c'est ça qui se produit en Suisse. Mais vous avez raison, il y a une réaction maintenant. Beaucoup de Suisses disent mais c'est pas possible. On est en train... vous savez, la Suisse, c'est comme dans un immeuble, une tour à New York, imaginons, qui a un système de réaction en cas de catastrophe. Incendie, tremblement de terre, etc. Les gens savent où il faut se rassembler, ils savent quel couloir prendre, ils savent où aller, etc. Et la Suisse avait tout ça avec sa neutralité. On a un système de neutralité qui nous préparait pour le moment M, le momentum M, le temps T, où la catastrophe se passe. Alors on sait très bien comment on doit se comporter avec notre neutralité. Eh bien non, nos autorités, en un week-end, elles ont complètement déchiré les plans de réaction en cas de catastrophe, et maintenant on est dans un no man's land, on ne sait pas comment se comporter, et c'est une catastrophe. Parce que l'ennemi est venu de l'intérieur. Oh, surprise! L'ennemi est de l'intérieur. Ouais. On a à l'intérieur des gens qui se font les porte-voix. Alors c'est la 5e colonne, c'est le cheval de Troie, mais ces gens, on les a identifiés maintenant, et il y a une réaction, je pense, de la Suisse profonde, qui dit, parce que ces gens-là nous disent, entrons dans l'OTAN, et on sera mieux protégé. Ah mais merci, on devient une cible, on est immédiatement une cible. Et maintenant, dans cette période où on est proche de l'OTAN mais on n'est pas membre, c'est encore pire, parce que moi, si j'étais Poutine, je serais tenté d'envoyer un missile sur la Paradeplatz à Zurich. Juste pour voir, vous savez, nos banques sont là. Allez, on met, si les choses se gâtent, on essaye de tester Zurich. On n'est pas membre de l'OTAN, donc par définition, je pense que l'OTAN n'aiderait pas à notre secours, mais nous, on serait une cible. Non, notre meilleure défense, c'est la neutralité. Et je dirais plus, c'est aussi la meilleure chose pour le monde et pour l'Europe. Mais vous savez, comment a-t-on fait pour nous empêcher d'être neutres? On a transformé toute guerre dans laquelle l'Occident est partie prenante comme une guerre entre Dieu et Satan, comme une guerre entre le bien et le mal. Alors, ayant dit ça, l'Europe nous empêche d'être neutres dans une guerre entre Satan et Dieu. C'est ça qui est perfide, c'est ça qui est pervers. Parce que toute guerre, on sait très bien, il y a des démons partout, il y a des dieux partout. Non, les guerres occidentales maintenant, c'est des guerres, c'est plus la Charte des Nations Unies, c'est le rule-based order américain que l'Europe a repris, vous voyez. Donc toute guerre européenne, c'est une guerre entre le bien et le mal. Alors on a asséché toute possibilité, on a empêché toute possibilité à un pays neutre de le rester. Mais on pourrait, si on le voulait, on pourrait. Mais vous savez, on dit nos autorités ont été victimes de pression, etc. Oui, de pression. Mais on paye nos autorités pour qu'ils résistent aux pressions. C'est juste. Et je dirais encore plus, s'il y a eu des pressions terribles
au début de la guerre en Ukraine, pour que nous renoncions à notre neutralité, alors le gouvernement doit prendre le citoyen pour un être adulte et responsable, et il doit nous le dire, quelles étaient ces pressions. Il doit nous le dire. Est-ce qu'on a menacé de retirer les clearance bankers des banques suisses aux États-Unis? Est-ce qu'on ne veut plus acheter notre fromage, notre chocolat? Oui. On doit le dire, Oui. mais rien n'a été communiqué, rien, et ils ont changé radicalement de politique. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. D'accord. Une neutralité traditionnelle, neutralité solidaire. Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, c'est bien ce que vous dites, parce que il y a une initiative en ce moment, en Suisse, qui a abouti. Donc, les citoyens suisses seront appelés à voter, et les cantons, parce que quand il y a une initiative chez nous, c'est une initiative participative du citoyen, et c'est constitutionnel. Donc, on ne peut pas avoir une initiative de loi légale, on a une initiative qui doit être constitutionnelle. Donc, les cantons et le peuple va voter pour inscrire la neutralité dans la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution de 1848 a mis la neutralité à l'article 185. Et c'est simplement un principe. Le gouvernement doit essayer de, etc. C'est pas assez parce que le gouvernement n'essaye plus. Donc il faut mettre ça dans la Constitution. Et cette Constitution, cet article constitutionnel, va interdire de participer à des sanctions qui ne soient pas des sanctions des Nations Unies. Et cet article aussi va imposer une politique stricte de neutralité. Alors, les gens disent, peut-être ceux qui sont à l'origine de cette initiative, veulent une neutralité passive, une Suisse qui profite, une Suisse qui... Non, moi je suis pour une neutralité active qui soit au service du monde et qui permette à la Suisse de s'allier à des pays, à une boule de neige de pays qui n'ont pas d'armée, comme le Costa Rica, ou qu'ils sont simplement non alignés. Vous savez, tout le Sud global ne veut pas prendre parti entre la Russie et l'Occident. De nouveau, comme pendant la guerre froide. Ils nous disent, c'est vos problèmes, débrouillez-vous. Et on ne peut pas imposer aux 3/5 de la planète, le Sud global, qu'on appelle le Sud global, l'obligation de choisir entre nous et les Russes. C'est absurde, c'est une absurdité totale. Donc, il y a une autoroute pour des pays comme la Suisse. En Europe, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a la Suisse en tout cas, il y a peut-être d'autres. Pour s'allier au Sud, aux non-alignés, à tous ceux qui veulent la paix et pas la guerre, tout simplement. Alors, on veut empêcher en Europe, tout pays européen, de parler de paix, tant que Mme von der Leyen veut la guerre. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et c'était un vrai plaisir de parler avec vous. Merci.